Alors je me suis interrogé comment pouvait-on faire confiance à la justice de son pays lorsqu'on est sûr de rien. Aucun avocat sérieux ne fera un pronostic sur l'issue d'un procès. D'ailleurs, la terminologie en matière de justice, c'est la même que celle qu'on utilise au casino. On gagne ou on perd. Sans procès. Faites vos jeux, rien ne va plus. Ça, oui. Donc, en matière de justice, quand on sait comment ça fonctionne, alors je me suis interrogé sur ça, et le titre m'est venu naturellement. Alors, je reconnais que c'est un titre un peu provocateur. Oui, mais qui fait réfléchir. Ouais. Qui fait réfléchir parce que ne jamais faire confiance à la justice de son pays, déjà le jamais, donc c'est vraiment son nuance. Et de votre pays, peut-on faire confiance à la justice d'autres pays? Je pense pas, encore moins. Ah oui, voilà, c'est ça. D'aucun pays. Ah oui. Je pense que la justice, quand elle est rendue par des hommes, elle est forcément suspecte de partialité. Oui, mais j'aurais dû vous poser cette question dès le début. Quelle définition, en tant que juge, donnez-vous à la justice? La sémantique de justice, pour vous, qu'est-ce que la justice? Dans l'idéal, mais l'idéal n'est pas de ce monde, c'est la justice, c'est la notion du juste. Que l'on a, que chaque homme, je ne sais pas si les animaux ont cette notion du juste, mais l'homme en lui, dans son ADN, une notion de justice qui nous vient de la civilisation indo-chrétienne, Oui. et la notion de juste. Alors, c'est un idéal à atteindre, mais les hommes entre eux s'organisent pour pouvoir vivre ensemble et sont bien obligés avec ce qu'ils ont à leur disposition, c'est-à-dire avec des textes de loi, avec des mots, d'essayer de cartographier les comportements humains. C'est ça. Mais même en français, ça va être très difficile parce que le facteur humain est tellement divers et tellement nuancé qu'on a du mal à mettre derrière des comportements le mot qui tombe juste. C'est pour ça que le juge qui est là doit apprécier. Juger, pour moi, c'est apprécier. C'est-à-dire apprécier entre une personne qui est un individu, un être humain. On ne juge pas encore les animaux, c'est arrivé, mais bon, je sais qu'on avait pour un chien, un truc comme ça, décidément. Mais on juge des hommes et qui ont commis... Alors, on apprécie la personnalité. Est-ce qu'il est, perfectible, réadaptable? Et on juge des faits par rapport à une norme écrite, qui est la loi. Donc, il y a ces trois critères-là qu'on doit prendre en considération. Mais avec l'expérience et l'habitude, on sait tout de suite à qui on a affaire. Parce que moi, j'arrive en fin de course, là, et je peux faire la différence tout de suite entre les individus qui sont bien intentionnés et les individus, les mauvais sujets qui sont mal intentionnés. Vous le voyez tout de suite. Je le vois tout de suite. Et c'est comme ça que je catégorise les êtres humains. Et vous savez, il y a des gens qui sont mal intentionnés. Oui, alors, malheureusement. J'en sais rien. Peut-être qu'ils ont des problèmes psychiques. Je ne sais pas. Mais alors, vous venez de dire quelque chose d'intéressant. Vous dites là où il y a des hommes, finalement, il y a peut-être pas assez, il y a une injustice, il y a des injustices. Vous le montrez très bien dans votre ouvrage. En lisant votre ouvrage, j'ai pensé à Rousseau, le philosophe Rousseau. Alors là. Et voilà ce qu'il, je le cite: si l'on recherche en quoi consiste le plus grand bien de tous, on trouvera qu'il se réduit à deux objets principaux, la liberté et l'égalité. Et dans votre ouvrage, Claude Butin, on voit que cette liberté, cette égalité, malheureusement, ne sont pas là, puisque vous dénoncez tout ce qui se passe, quoi. Donc vous dénoncez l'illégalité et le manque, finalement, d'égalité. Oui, on peut dire ça comme ça. Le manque de liberté. Je dénonce surtout les injustices. C'est ça. Parce que la justice, ça va de soi. Elle est prévue par la loi et puis elle est rendue par des hommes qui sont faillibles. On peut toujours s'améliorer, mais on est sûr de rien. De toute façon, même la loi a prévu des voies de recours. On peut faire appel et pourquoi. Maintenant, on a l'Europe et des fois, pendant des années, la procédure suit son cours. Et voilà. Donc, on est sûr de rien. Mais... quelle était la question que vous m'avez posée? Non, finalement, comme dit Rousseau, à la fois l'égalité et la liberté. Oui, d'accord. C'est pas la liberté tant que l'égalité, c'est surtout l'injustice que je dénonce. L'injustice, c'est terrible.
qu'est-ce qu'il disait que lorsqu'on relaxe un coupable, bon, c'est une erreur judiciaire, le juge s'est trompé, on peut faire appel, on n'est pas satisfait. Mais condamner un innocent, c'est un crime. Il n'y a pas de pire traumatisme que le traumatisme judiciaire. Je vais vous raconter une anecdote. Oui. Ça reste dans une cicatrice physique, bon, ça cicatrise, on a une trace, mais je veux dire, ça fait plus mal. Nous, on a une trace quand même. Oui. Le traumatisme judiciaire, c'est-à-dire l'injustice, une injustice, c'est quelque chose qui vous reste à vie. Dans l'âme. Ça touche plutôt l'âme. Je vais vous raconter un truc qui s'est passé quand j'étais enfant, à l'école primaire. J'avais un copain de classe, Christian, et on était en cours de chant. La maîtresse nous avait fait lever, on était à côté, tous les élèves s'étaient levés, et elle nous faisait chanter une chanson. À un moment, on s'est retourné pour écrire quelque chose au tableau, puis moi j'ai fait un tour sur moi-même. Mon copain derrière, il s'est marré, il était mort de rire et tout. Il se bidonnait comme une baleine. Et quand la maîtresse s'est retournée, elle l'a vu en train de s'esclaffer tout ça. Elle est arrivée, elle lui a foutu 2 tartes. Je l'ai revu 50 ans après. Vous lui en avez reparlé. Non, c'est pas moi qui lui en ai lui reparlé. Qui... Il me dit, tu te souviens que j'ai pris une tarte à cause de toi? Moi, ça m'a complètement sorti. Mais si, souviens-toi, mademoiselle Pantière, il se souvenait du nom de la maîtresse, je l'ai complètement oublié, et qui m'a foutu 2 tartes parce que je rigolais quand t'as fait le con. Je dis, alors, c'est possible, écoute, je ne sais rien. Et puis alors, oui, je t'assure, c'est vrai, je cherchais. Et alors, il s'est mis à me chanter la chanson des petits lapins. Il se souvenait des paroles des petits lapins. Donc, tout ça pour dire qu'il avait été traumatisé par le fait qu'il avait été puni à cause de moi. Une décision injuste. L'injustice, le traumatisme est terrible. On ne l'oublie pas, la preuve. Oui, mais alors d'où vient l'injustice? Vous dites là où il y a des hommes, il y a de l'injustice. Quelle est cette notion finalement qui est galvaudée en l'homme du bien et du mal? Parce que l'injustice, à votre avis, quel est le fondement de l'injustice? Alors, l'injustice, elle est soit volontaire, parce qu'il y a des mal intentionnés, soit elle est involontaire. Dans ce cas-là, on peut la corriger, les injustices. Et c'est ce à quoi on doit s'atteler en procédant à une grande réforme du Code de procédure pénale et revoir carrément tout le statut de la magistrature. C'est l'ordonnance de 58 qui a été rafistolée au gré, au changement... des changements des gardes des Sceaux, etc. On fait des lois souvent de circonstances, mais il faut repenser pour éviter ce qui sera impossible en fait, l'erreur judiciaire, les injustices. Mais bon, je parle que des erreurs judiciaires, des injustices, parce que dans la vie au quotidien, tous les jours, on est l'objet d'injustice. Là, c'est un autre débat. Mais moi, j'ai toujours essayé d'être juste dans mes prises de décision, d'être humain, et puis me disant que les hommes, après tout, ont de larges circonstances atténuantes, souvent. Puis il y a des gens, moi je l'ai constaté, il y a des gens qui n'ont pas de chance. Il y a des gens qui sont poursuivis par le mauvais sort. Il y en a qui ont des parcours, mais on se demande comment ils font pour résister. D'ailleurs, c'est ce qui m'a toujours étonné de tous les justiciables, la plupart du temps. C'est cette faculté qu'ils ont à supporter, pour certains, le malheur, le mauvais sort. J'étais en admiration. La nature est bien faite. La nature est bien faite. Mais alors, Claude Butin, tout à l'heure, vous l'avez donné, enfin, vous avez évoqué le nom, mais vous avez parlé d'une personne. Et je crois que le juge, c'est celui qui tente de redonner par la justice la dignité à la personne. Qu'est-ce qu'une dignité pour vous? La dignité, c'est d'être établi dans son droit. Alors le droit, c'est pas une science exacte. Quelle définition donnez-vous du droit? Le droit, on l'apprend en première année de fac par rapport à la morale. C'est une règle de conduite, mais je le disais tout à l'heure, c'est très difficile, même pour un législateur, et encore moins pour le législateur moderne. Oui. On est toujours sous la loi de Napoléon, pour certains, c'est une bonne chose, parce qu'au moins à cette époque-là, on savait, mais même avec Constantin ou l'étape d'Amourapi, je veux dire que là, on savait écrire des lois qui s'appliquaient, qui étaient pratiquement intemporelles.
Certaines nous restent d'ailleurs dans les contrats, les choses comme ça. Mais actuellement, c'est plus faire des lois. Donc il faut que la norme corresponde et s'adapte à des comportements qui sont prévisibles. La question que vous me posiez, c'était... Non, c'est la dignité de la dignité. personne. Alors, dans le pouvoir d'appréciation que l'on réserve encore, mais de moins en moins, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure au juge, il faut que le juge prenne en considération la personne et qu'il se pose la question, est-ce qu'il est réadaptable ? Est-ce qu'on va pouvoir le resocialiser pour certains ? Est-ce qu'on va pouvoir, il ne faut pas rêver non plus, je ne dis pas le guérir, parce que nos moyens même sont assez limités, à part au pénal, la peine de prison, les obligations de soins, on n'a pas les moyens pour le suivi. Mais est-ce que la personne qui est... D'abord, est-ce que je lui trouve des circonstances atténuantes ? Est-ce que je peux être indulgent avec lui en essayant de comprendre ? Et puis, je vais rendre une décision qui va pas le tuer définitivement, quoi. Je vais pas l'achever, quoi. Je vais lui laisser une chance, disons. Pour moi, c'est ça. La dignité de la personne humaine, donc c'est redonner à l'humain finalement toute sa place peut-être dans la société. Ah, quand j'ai lu votre bouquin, Claude Butin, je me suis posé une question. Finalement, vous êtes un amoureux de l'humain. Vous êtes un amoureux de l'humain parce que vous voulez vraiment faire régner la justice. Et vous avez mis en examen votre propre... le ministre de la Justice de l'époque. Une précision. Allez-y. Une précision. Je ne l'ai pas mis en examen parce qu'on m'a empêché de le faire. Mais je suis allé, place Vendôme, dans son cabinet. J'ai été reçu par son chef et son directeur de cabinet. Je leur ai dit, voilà, ils savaient pourquoi je venais. Je n'avais plus d'ordonnance de transport. C'était pour inculper le ministre. Et ça tenait juridiquement. C'était une affaire de tarabistouille, de fausses lettres d'investiture. La qualification que j'avais trouvée dans le code électoral tenait, c'était une complicité de fausses candidatures, de nature à fausser le scrutin. Donc ça tenait juridiquement. Ils m'ont dit, écoutez, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ils m'ont dit, vous rentrez à Mayotte. C'était le dimanche soir, j'ai pris l'avion. Je suis arrivé le mardi matin et le lundi, j'avais été dessaisi par la Cour de cassation. Bon, je trouve pas ça. Oui. C'était normal. Voilà. Donc, voilà. Mais est-ce que la profession de juge s'exerce-t-elle au nom de l'autorité ou du pouvoir ? Parce qu'on s'aperçoit dans votre bouquin que finalement l'injustice, il y a peut-être des abus de pouvoir aussi. C'est pour ça qu'on commet l'injustice. Quelle est la différence que vous faites entre ces deux notions ? Entre l'abus de pouvoir ? L'autorité et le pouvoir. L'autorité et le pouvoir. Alors l'autorité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas donnée par la loi. C'est quelque chose qu'on a en soi, quelque chose de naturel, quelque chose qu'on n'explique pas, c'est humain. Mais il parlait tout à l'heure d'humanité. C'est ça. C'est souvent ce qu'on m'a reproché d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de discuter avec des collègues. Oui, toi, t'es trop humain. On vous dit que vous êtes un amoureux de l'humain. Un amoureux de l'humain. Et bon, j'ai des procureurs avec qui on n'est pas d'accord là-dessus. Et je me souviens de mon bâtonnier qui était Guy Danel. Il m'a dit, oui, Claude, il est humain. Il est plus humain. Je suis humain. Oui, je suis fait de chair et de sang. Je suis humain, donc j'essaye de comprendre. Et puis, je ne veux pas descendre systématiquement mes concitoyens. Donc, on vit dans une société. La justice a une fonction vitale, c'est de réguler les tensions et puis de conserver en son sein l'espoir que les hommes peuvent vivre ensemble, quoi. Oui, c'est ça, mais... Moi, je pense à Thomas Hobbes. En vous écoutant, je pense à Thomas Hobbes qui dit que finalement, la justice, on arrive à la justice par tous les moyens possibles. Ce grand philosophe. Voilà, Thomas Hobbes, c'est le grand philosophe de... et on arrive donc par tous les moyens possibles. Mais est-ce que tous les moyens, c'est aussi passé par... La justice, il y a tous les moyens. Non, il nous manque beaucoup de moyens, que ce soit des moyens intellectuels. Et puis, je vous dis, on ne peut pas tout
rangés dans les cases définies. Et le juge est libre d'apprécier, et c'est une bonne chose, même si au risque de se tromper, parce que l'erreur judiciaire est inhérente à la fonction même de juger. C'est toujours mieux que l'informatique, où là, j'ai entendu des gens parler de peine automatique. On veut tout informatiser, peine automatique, mais dans ce cas-là, on n'a plus besoin de juge. Le juge, qu'on rende la justice par ordinateur, avec le syllogisme. On prend les renseignements sur la personne, son nom, son âge, sa situation de famille, quels sont les faits qu'il a commis, on les qualifie, voilà, et puis qu'est-ce que prévoit la loi. Oui. On rentre la fiche là-dedans, puis on a la décision. Alors là, il n'y a même pas besoin d'avocat, parce que l'ordinateur, il ne se trompe pas. Oui. Donc c'est l'allégation de la défense, et dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à le prendre et à l'emmener à la maison d'arrêt, mais bon, c'est pas au juge de le faire. Ça, Mais je veux dire sûr. que les juges n'ont plus aucun intérêt, quoi. Et après, Thomas Hobbes poursuit en disant que Alors. dans la justice, les deux vertus cardinales qu'il faut exercer, c'est la force et la ruse. Dans la justice, dans l'acte de juger. Oui. Est-ce que vous La êtes force d'accord? La et la force et la ruse. Alors la force- ruse, je ne suis pas d'accord. La force la force publique, je dirais plutôt l'autorité, mais comme je le disais tout à l'heure, l'autorité ne peut pas s'imposer. Alors Oui. je vais vous expliquer l'autorité. Ce que c'est pour moi, c'est quelque chose de naturel. Il y a des gens qui l'ont, et il y a des gens qui ne l'ont pas. Donc elle ne s'acquiert pas. Pour vous, Elle est naturelle. elle ne s'acquiert pas l'autorité. Et c'est pas la loi qui va vous donner, conférer l'autorité. Elle va vous donner le pouvoir, pour parler d'autorité, le pouvoir de juger. Mais l'autorité, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et dans notre société moderne, la plupart des gens qui sont en responsabilité ont perdu cette autorité. Ça vient du très fond de l'âme humaine, l'autorité. C'est une question dans la voix, dans la posture, dans la gestuelle. Les tribunaux sont bien faits parce qu'ils ont été construits justement avec tout ce décorum pour conférer aux magistrats une autorité. Il y en a qui savent l'exercer, il y en a qui ne pourront jamais parce qu'ils n'ont pas la voix. Qu'est-ce que c'est que la voix? C'est un souffle dans les cordes vocales et certaines personnes, quand elles parlent, on les écoute, et puis d'autres se passent complètement à côté, parce qu'ils n'arrivent pas à s'imposer, etc. L'autorité, c'est quelque chose de naturel que l'on apprend à l'école. Il y a eu des professeurs qui, moi, m'ont marqué. J'en avais un, Barbac, il s'appelait Bourbon, on l'appelait Barbac. C'était un rugbyman. Il y avait et quand il sifflait dans la cour, tout le monde s'arrêtait. Un silence de mort. Viens ici. Il disait à l'élève qui avait fait une connerie, il le prenait par ici, il a parlé. Et il l'emmenait jusqu'au bureau du directeur. Personne. Il disait pas grand-chose, mais tout le monde le respectait. Alors qu'il y avait des professeurs qui essayaient de s'imposer par l'autorité, par la force, qui n'y arrivaient pas. Et donc je me suis dit, c'est quand même curieux. Mais c'est comme le respect. Oui, mais alors, Claude Buton, en parlant de respect, pourquoi, à votre avis, certaines personnes respectent de moins en moins la justice? Alors la justice ou en général les institutions. Ou les institutions. À votre avis, pourquoi? Quel regard avez-vous? Je vais vous dire, le respect, c'est pas quelque chose qui est dû. C'est pas quelque chose qui s'impose. Je vois les policiers qui demandent du respect. C'est quelque chose qui s'impose, qui va de soi. On respecte une personne lorsqu'elle se respecte elle-même. C'est pas quelque chose qu'on peut imposer. Le respect, ça se mérite. Mais est-ce que on éduque au respect? Il y a une éducation au respect, non? Oui, on peut corriger, on peut dire à un enfant, attention, dis bonjour à la dame, bouge ton nez, je veux dire que, bon, ça reste après, puisque dans l'éducation, il faut aussi... mais on respecte... C'est aussi ça, c'est de l'humain, ça. On respecte... Il y a des supérieurs, j'en ai connu des supérieurs hiérarchiques qui étaient respectables, parce que c'était des hommes, des femmes aussi, qui savaient se tenir, qui avaient une conduite exemplaire, quand on est en admiration, en général, on respecte la personne, on n'a pas besoin d'y être contraint par un texte qui vous oblige à respecter. Alors, bon, les échanges entre les hommes font que, de toute façon, on accorde du respect. Par exemple, les policiers. Moi,
j'ai eu pas mal d'affaires à traiter, le respect qui est dû à la police. Mais il faut que la police se respecte elle-même, il faut vraiment que ça se mérite. C'est toujours les mêmes policiers qui avaient des problèmes d'autorité, qu'on voyait comme victimes d'outrage ou de rébellion. C'était toujours les mêmes qui venaient à vous dire. À un moment, je les ai même suspectés de vouloir obtenir des dommages-intérêts pour arrondir leur fin de mois. Mais ils avaient toujours des problèmes lors des interpellations. Puis il y en a qui n'en avaient pas. Chez les juges, c'est pareil. C'est ça. Mais alors, malheureusement, Claude Butin, l'interview va bientôt s'achever. J'avais encore plein de questions à vous poser. Plusieurs questions quand même. Qu'est-ce qu'une loi juste? Parce que on dit, voilà, très souvent, donc plusieurs fois dans l'année, les lois sont votées, et il y a toujours autant de manifestations pour contredire des lois. Mais alors, on pourrait parler que la loi n'est pas juste. Finalement, il y a une inégalité aussi. Est-ce que la loi, finalement, n'est-elle pas certaines fois le fondement de l'inégalité sociale? Alors, il y a des lois qui sont des lois scélérates, il y a des lois qui sont liberticides, comme celle, par exemple, qui limite le pouvoir d'appréciation des juges. Il y a des lois, mais la loi, c'est la norme. Qu'elle soit juste ou pas, la loi, c'est quoi? C'est l'expression de la volonté générale. C'est un texte impersonnel, applicable à tous. C'est une règle de conduite. Mais il y a des lois, même dans les démocraties, qui sont tyranniques ou liberticides. Oui, c'est ça. Mais la loi, donc, elle est faite pour poser la norme. Et ensuite, alors, où il y a des difficultés, c'est dans l'application de la loi. Oui, c'est ça. Ça, c'est le juge qui est chargé d'interpréter la loi quand elle est mal faite. Et puis, dans le respect de la loi par le citoyen. Alors, des fois, il respecte, mais une fois qu'il a une norme, c'est une règle de conduite, la loi. Mais bon, alors des fois on la transgresse, dans ce cas-là, on comparaît devant les tribunaux si on a commis une infraction, mais on respecte que les lois qui sont bien faites. Je parle de lois liberticides. Regardez, pour les juges, il y a ces lois, je ne parle pas des peines planchées. Oui. Je ne parle pas de... Non, simplement, par exemple, en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il y a la loi qui dit au juge, en cas de récidive, le juge prononce l'annulation du permis de conduire. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le juge n'a plus le pouvoir d'apprécier, mais il est obligé de prononcer une annulation. C'est ça. C'est une limitation à son pouvoir d'appréciation. Donc il y a des lois qui sont... Et dans l'histoire, on en a eu des lois, lois liberticides. Claude Butin, une question très générale et très actuelle. Quel regard, en tant que juge, quel regard avez-vous sur les prisons, sur le monde carcéral actuellement? Alors, si on doit prendre de la hauteur, bon, j'ai visité des maisons d'arrêt, j'ai connu même les maisons d'arrêt d'outre-mer. Alors là, c'est insupportable. Qui sont différentes de la... Là, c'est insupportable. Là, les choses se sont améliorées. Je pense à la Martinique, où là, je me souviens de la maison d'arrêt qu'on avait visitée, qui était dans le centre de Fort-de-France. Il y avait des barbelés au-dessus de hauts murs. Ça n'empêchait pas les détenus qui dormaient à 30 dans des dortoirs d'aller faire au moment du carnaval la fête et puis de réintégrer leur cellule le soir. Mais la maison d'arrêt, alors prenons un peu de hauteur. C'est pas la prison qui va régler les choses. C'est pas en incarcérant à tout va. C'est pas en construisant de nouvelles prisons, de nouvelles cellules. On n'arrête pas de dire ça m'énerve. C'est pas comme ça qu'on va régler. Il faut prendre le problème à la base. Il y a des gens qui se retrouvent en prison, des fois, c'est limite. Regardez les dernières condamnations, même. Donc, alors, il faut que la dignité. Je me souviens, en rentrant de Fort-de-France, on avait fait une visite en tant qu'avocat au directeur de la maison d'arrêt de Martinique. Et on était revenu, on avait été reçu par Badinter. Et elle lui avait fait passer le message. Il était parfaitement au courant de la situation des prisons d'outre-mer. Bon, ça a été un grand garde des Sceaux, Badinter, un avocat à la base, mais un grand garde des Sceaux, c'est lui qui a aboli la peine de mort en 1981. Donc, et alors la prison, bon, actuellement il a réussi à imposer des postes de télévision dans chaque cellule de 9 mètres carrés. Ils sont à 3. Et qui tient la télécommande? Je ne suis pas sûr qu'il a réglé tout le problème. Parce que bon, voyez. Donc la prison, il faut que la prison soit digne.
dans un pays civilisé. Oui. Il faut que les soins qu'on peut apporter, etc., puissent être de nature à envisager la réinsertion sociale. Il y a des gens qui passent des diplômes, etc. Et puis il faut que les gens soient suivis. Mais c'est pas en construisant des peines de prison. Pareil, c'est pas en mettant des policiers. On apprend ça en première année de criminologie. Plus on augmente le nombre de policiers, plus on découvre de crimes. Oui. Non, mais on oublie, c'est qu'il y a un chiffre obscur entre la criminalité réelle et la criminalité supposée. Et évidemment, plus il y a de policiers, plus on va découvrir les infractions. Mais ça ne règle pas le problème. Oui. C'est pas en augmentant le nombre de policiers qu'on va régler. C'est en leur donnant les moyens. D'abord, il faudrait refaire une vraie réforme, parce qu'actuellement, les policiers... Ah oui, vous pensez qu'il faut vraiment refaire une réforme? Oui. Parce qu'actuellement, avant, les choses étaient bien claires. Il y avait le gardien de la paix, que l'on voyait à tous les coins de rue, qui renseignait le passant. Il y avait un petit bouquin pour dire oui, voilà, la rue d'Iéna, c'est là où on prenait la première à gauche, il était avec son bâton, truc. Et on a eu les hirondelles qui étaient à vélo. J'ai connu ça. Hein. Et puis maintenant, on ne voit plus un flic dans les rues. Alors je ne sais pas où ils sont, hein, c'est vrai, on n'en voit plus. Hein. Ou alors ils arrivent avec leurs deux tons là. Puis, les policiers, il faut redéfinir les tâches de chacun des policiers. Il y a des tâches de maintien de l'ordre qui étaient confiées au CRS. Il y a des tâches de police judiciaire. Il y a des brigades spécialisées. Bon, mais actuellement, tout le monde fait n'importe quoi. On appelle la BAC sur des manifestations. Oui, donc, on a un mélange de gens. Il faut reclarifier les choses. Et puis alors moi, vous savez ce que je ferais si j'étais... je changerais les uniformes des policiers. C'est pas en les surarmant. On dirait des Robocop là, qui arrivent et tout. Là. Non, il y a des gars qui, quand ils voient ça, c'est intéressant ce que c'est une incitation. Simplement, déjà dans Ils sont en guerre, on a l'impression qu'ils sont déjà en guerre. Ils arrivent. Vous voyez les incidents qu'il y a? Je comprends, oui. Et si on veut respecter le policier, c'est pas en le surarmant qu'on va. Alors évidemment, on comprend que c'est difficile dans les quartiers, mais on est dans un système de surenchère et je trouve que ça, c'est dangereux.